Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Rendez-vous RSE. C'est l'émission mensuelle proposée par la chaire responsabilité sociétale des entreprises d'Audencia Business School. Une fois par mois, vous le savez, nous réunissons les acteurs du territoire, entreprises, collectivités, acteurs de l'économie sociale et solidaire, porteurs de projets associatifs. Tous sont impliqués dans une démarche RSE et nous font part de leur expérience, leur expertise dans l'émergence de ces engagements sociétaux. Vous pouvez nous suivre et vous nous suivez sur la page Facebook d'Audencia. Vous pouvez également nous retrouver sur lesonunique.com. Pour ce 17e numéro des Rendez-vous RSE, nous avons décidé de nous intéresser, de nous pencher sur la question du passage à la retraite des plus de 55 ans et celles et ceux que nous appelons communément les seniors. Alors comment est vécu ce moment de transition radicale, parfois brutale, mal préparé souvent dans nos parcours de vie? Au-delà des aspects de santé, quelle dimension psychologique revêt ces enjeux pour celles et ceux qui souffrent parfois d'un sentiment d'exclusion et d'inutilité sociale? Et les acteurs sociaux, les responsables politiques, les chefs d'entreprise et l'ensemble des professionnels directement concernés par ces questions et ces sujets du vieillissement de la population sont donc, dans l'impérieuse nécessité de poser les bons diagnostics et de trouver les bons remèdes. Alors pour autant, la vieillesse n'est pas une maladie, on tâchera de le détailler, de le préciser, mais les problématiques de financement des retraites, le manque de personnel, les questions de santé et de bien-être, la démocratisation des accès aux soins et les comportements de nos sociétés de manière générale, l'attention, la bienveillance à l'égard de nos anciens auront et ont des conséquences sans précédent dans une France qui s'apprête quand même à passer de 4 retraités pour 10 actifs aujourd'hui à 7 pour 10 en 2040. Alors nous sommes réunis aujourd'hui, je le précise, et au centre de prévention Bien Vieillir, Agir Arco, qui est l'organisation paritaire évidemment et acteur majeur de la retraite complémentaire pour les cadres et les salariés du secteur privé, de l'industrie, du commerce, des services et de l'agriculture. Et pour parler de ce sujet aujourd'hui, Céline Francin, responsable d'activité prévention chez Humanis, Pascal Petit, responsable du territoire ouest et des opérations sociales chez Humanis. Je précise qu'Humanis est un groupe de protection sociale français, paritaire et mutualiste, à but non lucratif. Et le groupe intervient dans tous les domaines de la protection sociale pour les entreprises et les particuliers. À mes côtés, Nils Poussiel, vous êtes chargé d'études à Audencia Business School. Vous participez au développement des activités de recherche au sujet notamment multiples, ceux de la vulnérabilité financière, les modes alternatifs de financement et l'inclusion sociale et financière des individus. C'est notamment sur ces aspects-là que vous interviendrez concernant cette population. Enfin, Delphine Piolet, vous êtes docteur et responsable de projets scientifiques et médicaux au Gérontopole des Pays de la Loire. Alors le Gérontopole, pour précision, rassemble laboratoires de recherche, entreprises, collectivités et associations pour développer la qualité de vie chez les personnes âgées. Et l'association a d'ailleurs été créée pour préparer notamment également l'adaptation de la société à la transition démographique. En 2030, je citais quelques chiffres justement tout à l'heure dans ce rapport entre les populations actives et des retraités. Delphine Piolet, on a justement un contexte peut-être qu'il faut expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, un contexte démographique avec cette fameuse génération du baby-boom qui aujourd'hui est la génération du papy-boom. Oui, tout à fait. On passe de une personne sur 5 qui a plus de 60 ans à une personne sur 3 en 2030. Donc effectivement, c'est une vraie révolution démographique. Et ces papy boomers, effectivement, donc les anciens baby boomers qui arrivent maintenant à l'âge de la retraite, voilà, c'est ceux-là qui représentent la majorité, qui n'est plus du tout silencieuse, puisque ils n'ont pas l'habitude de se taire. Cette génération-là n'a pas l'habitude de se taire. C'est les 68 heures, donc ce sont des rebelles dans l'âme. Enfin, faut pas trop faire de caricature non plus, mais effectivement, ça va être il faut les accueillir dans cette période de vie qui est une période qui est importante et qui doit être beaucoup plus valorisée que ce qu'elle n'est à l'heure actuelle. Un contexte démographique, et je m'adresse également aux médecins que vous êtes, et un phénomène évidemment de l'allongement de vie, une vie qui n'a jamais été aussi
prolongée qu'aujourd'hui, avec notamment les progrès de la santé et du monde médical. Tout à fait. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Alors, on parle aussi beaucoup d'espérance de vie sans incapacité. C'est ça qui est surtout qui intéresse les gens. Mais souvent, on a des idées reçues un peu dès qu'on parle de grand âge, de personnes âgées, de vieux, enfin comme on veut les appeler. On pense tout de suite dépendance, maladie. Or, c'est vraiment quelque chose d'assez minoritaire, même si c'est très important et il faut effectivement s'en occuper. Mais les pourcentages ne sont pas si élevés que ça. En termes de dépendance, seuls 7% des plus de 60 ans sont dépendants. Même quand on passe à plus de 75 ans, c'est 17% qui sont dépendants. Ça veut dire que si on considère que les personnes âgées ne sont que dépendantes, que des personnes dépendantes, finalement on néglige 83% de la population. Quelle définition on peut donner à cette dépendance que vous évoquez? Qu'est-ce que ça veut dire, une dépendance physique, financière? Alors la dépendance, moi, dans une ancienne vie, j'étais médecin au conseil départemental, donc qui est chargé d'octroyer l'allocation personnalisée autonomie, donc aux personnes dépendantes justement. La dépendance, c'est le fait d'être dépendant justement d'une tierce personne, c'est-à-dire d'avoir besoin de quelqu'un pour réaliser les actes essentiels de sa vie au quotidien. Les actes essentiels, c'est se lever, s'habiller, faire sa toilette, voilà, des actes comme ça qui sont des actes basiques finalement. Donc dès qu'on a besoin de quelqu'un, et je dis bien de quelqu'un, pas d'une aide technique, on devient dépendant effectivement d'une tierce personne. Je parlais tout à l'heure de cet âge qu'on définit, alors peut-être de façon légale ou réglementaire, 55 ans, aujourd'hui c'est finalement encore très jeune justement. À 55 ans, on a peut-être encore du mal aujourd'hui à considérer qu'on est déjà à être perçu comme un senior ou comme une personne vieille, âgée. En fait, plus on avance en âge, plus les vieux c'est les autres, hein, donc c'est aussi ça. Je crois que ça nous fait tous un petit peu peur, et donc on commence à quand on pose la question aux gens, souvent on leur dit quel est l'âge que vous avez dans votre tête. En général, ils disent souvent 10 ans de moins, donc c'est très voilà, c'est très subjectif, on va dire, comme notion. Mais bon, tout le monde est âgé, ça veut rien dire, quoi. Le grand âge, ça veut rien dire. Le troisième âge, ça veut rien dire. Le quatrième âge non plus. Nous, en France, on parle plutôt troisième, quatrième âge. C'est vrai que les anglo-saxons, ils ont déjà divisé ça en plus de... ils appellent ça les vieux jeunes, les milieux de vieux, et puis les vieux, quoi. Donc, on fait déjà des distinctions dans cette catégorie là. Pour parler de la retraite du côté d'Humanis, et on reviendra évidemment sur les aspects très, très personnels, très particuliers, et essayer de comprendre comment qualifier cette population précisément. Mais sur le principe de la retraite lui-même, il est assez récent en fait dans l'histoire sociale, je dirais, et réglementaire, puisque c'est depuis 1945 qu'on véritablement été consolidé justement ce principe de retraite du côté d'Humanis. On n'a pas forcément traité ça et considéré ça avant d'un point de vue juridique et réglementaire. Avant 1945, c'est la période où a été créée effectivement la sécurité sociale et le premier régime des cadres. Donc, ça a été étudié uniquement sur un point de vue financier. Donc, jamais social, jamais psychologique. Ah non, pas du tout social ni psychologique. L'objectif était de permettre aux personnes qui partaient en retraite, je sais même pas si le terme est adéquat, mais en fait d'avoir un revenu de remplacement. L'idée était basiquement, si je puis dire, ça, et c'était déjà, j'ai envie de dire, une très bonne idée. Voilà, après, je ne suis pas une spécialiste de la retraite, je suis plutôt sur le volet action sociale. Bon, mais ça, c'est effectivement l'histoire de la protection sociale. Avant les années 40, bon, et avant même, donc, du coup, j'ai envie de dire, même les congés payés, vous voyez, c'était dans cette mouvance d'accompagnement des salariés du privé.
C'est un moment, alors je le disais dans cette introduction, un moment qui est parfois une transition radicale, je le disais parfois brutale dans la vie de chacun. Est-ce que c'est forcément toujours vécu comme ça, peut-être Céline Francin? Est-ce que c'est toujours vécu de cette manière-là, automatiquement? Non, je pense qu'effectivement, chaque personne a sa façon et sa perception de vivre cette transition, de ce passage à la retraite. On a les personnes qui ont envie, justement, attendent depuis déjà plusieurs années à vouloir passer, à vouloir se libérer de leur environnement de travail et pouvoir prendre plus de temps pour elles. Et puis, on a les personnes qui, effectivement, se sont très longtemps toujours investies dans leur travail et on pourrait plus de difficultés à vivre cet événement comme une rupture, effectivement, parce que derrière, ils n'ont pas envisagé ce qu'ils allaient faire dans l'avenir. Pascal Petit, je disais 55 ans, c'est vraiment l'âge aujourd'hui autour duquel tout le monde s'entend pour déclarer qu'on est à être considéré comme senior? Mais comme l'a dit Delphine tout à l'heure, c'est très subjectif. Le terme de senior, aujourd'hui, quand on parle au niveau européen, on est senior à partir de 45 ans. Aujourd'hui, l'âge de la retraite, il est légal à partir de 62 ans et ça va jusqu'à 67 ans. Donc vous voyez, 55 ans, pardon, on est encore, j'ai envie de dire, un actif dans la force de l'âge. D'où la nécessité de prendre soin des salariés pour qu'ils continuent à être performants le plus longtemps possible dans l'entreprise. Est-ce que c'est une incitation, justement, ce chiffre de 55 ans, est-ce que c'est une incitation à considérer, anticiper justement toutes les questions qui vont se poser au moment de la retraite effective? Oui, effectivement, ça peut être un âge où les gens commencent à se projeter un petit peu sur la manière dont ils vont vivre lorsqu'ils n'auront plus d'activité professionnelle. Ça permet aussi à certains de commencer à se projeter également sur le point de vue financier, puisque quand on part en retraite, effectivement, le montant de la pension de retraite n'est pas du tout égal au montant du dernier salaire qu'on a perçu. Donc c'est aussi quelque chose qui doit se préparer. Et un peu d'ignorance là-dessus de la part des personnes qui sont directement concernées, qui n'ont pas des informations suffisantes. Oui, voilà, de déni, d'ignorance et puis de mauvaises informations peut-être aussi. Ou de ne pas aller chercher l'information parce que l'information elle est organisée par les groupes de protection sociale et par la loi. Puisque l'information aux actifs, c'est la loi. Les groupes de protection sociale doivent informer les salariés des cotisations qu'ils ont versées, du nombre de points qu'ils ont acquis. Voilà. Mais c'est vrai que quand on a 35, même 40 ou 45 ans, c'est pas quelque chose qui nous préoccupe. On ne se préoccupe pas de sa retraite. Ça paraît très loin. 45 ans, la retraite, c'est dans 20 ans. Donc, on a le temps, quoi. On se dit qu'on a le temps. Alors que peut-être, effectivement, c'est, en tout cas sur le volet financier, peut-être le moment de réfléchir à comment ça va s'organiser après, même si on n'est pas en capacité, parce que ça, c'est clair aussi, de savoir combien on sera susceptible de percevoir dans 20 ans. Justement, alors Céline Francin, dans ce que nous dit Pascal Petit à l'instant, c'est que finalement c'est pas un problème de désinformation, mais c'est un problème d'aller vers l'information. L'information existe, elle est réglementaire, elle est obligatoire, les entreprises ont un rôle à jouer, les groupes de protection sociale également, elles le font, mais finalement ce sont les individus, les citoyens qui rechignent, ont du mal à aller chercher cette information-là et à se préparer à ce moment. Comme je le disais, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs types de personnes. Maintenant, effectivement, les personnes, quand on invite nos allocataires, nous au niveau de l'action sociale, quand on mène des actions, on les sensibilise, on leur envoie des courriers, on les invite à des actions de présentation, on les invite également à réaliser des bilans de prévention. Mais toute cette prise de conscience, elle est propre à chaque personne. Effectivement, chaque individu va vouloir prépare l'avenir à sa façon. Il n'y a pas de recette d'ailleurs plus favorable l'une que l'autre, mais chacun doit pouvoir s'identifier, se retrouver dans cette projection sur l'avenir. Un mot en complément, Pascal Petit ?
Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que le système de la retraite, c'est quelque chose qui est très complexe. Et c'est peut-être ça aussi qui rebute les gens. Alors, en ce moment, c'est une thématique qui est... Enfin, je dis en ce moment, ça fait quelques années quand même que la thématique est assez médiatisée. Pour autant, la compréhension des gens n'est pas meilleure. Parce qu'effectivement, on est en France dans un système de retraite très complexe. Aujourd'hui, il y a 42 régimes différents. Donc là, nous qui sommes sous le régime Agirc-Arrco, c'est un seul sur les 42, vous voyez. Bon, c'est quand même un des plus importants puisque c'est celui des salariés du privé, donc c'est quand même la majorité des personnes qui sont en activité. Mais les réformes ont quand même tenté de simplifier, de réduire le millefeuille. Mais oui, complètement. Bon, il y a eu des résistances quand même. Oui, il y a toujours des résistances parce que les acquis dont ont bénéficié les différents régimes, c'est leur histoire. Pourquoi il y a autant de régimes? C'est parce qu'en fait, les régimes se sont construits par corporation de métiers. C'est comme ça que les régimes de retraite ont été créés, si vous voulez. C'était la solidarité entre les salariés vers leurs anciens qui partaient à la retraite. C'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, on est toujours sur ce système en France. On est quand même sur un système de répartition par la solidarité. Ce sont les actifs qui payent aujourd'hui la retraite aux personnes qui ont arrêté de travailler. Bon, alors sans faire forcément de politique et de syndicalisme, mais est-ce que la résistance aux réformes est fondée, légitime, parce qu'elle va dans le sens de la réduction des retraites? Joker. Non, honnêtement, je il sais faudrait pas. y aller, ne fût-ce que pour une lisibilité. À un moment, est-ce qu'il faudra y aller dans le sens de meilleure compréhension? De toute façon, il y a des avantages et des inconvénients, comme dans tout. L'avantage, c'est la simplification, effectivement, ce qui permettrait aux gens d'avoir une meilleure lisibilité sur la façon dont fonctionne la retraite. Nous, à l'Action sociale, il nous arrive d'avoir des gens au téléphone qui nous disent « J'aimerais que vous me remboursiez mes cotisations de retraite ». C'est pas possible. Et aujourd'hui, en 2018, les gens nous demandent ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout conscience de la manière dont fonctionne le système de la retraite. Même simplement, si vous voulez. Donc, voilà. En fait, cette thématique souffre de sa complexité. Et c'est vrai que s'il y avait une meilleure lisibilité, alors peut-être par un lissage des régimes, mais après ça engendre bien d'autres choses sur lesquelles je serais bien incapable d'intervenir parce que c'est quand même très compliqué, qui fait que on s'intéresse vraiment plus ou moins ou par obligation, par nécessité à ça. Bon, et parfois un peu en dernière minute et trop tard. Delphine Piollet, est-ce que c'est ce qui explique, est-ce que cette complexité justement du système des retraites est la seule explication finalement pour justifier de cet intérêt, de cette implication dans ce sujet-là? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on parlait des dénis à un moment? Il y a un déni, puis il y a peut-être aussi un fatalisme qui fait que on se dit, enfin, en tout cas au point de vue financier, moi c'est ce que je me dis, c'est pour ça que je vais peut-être faire une généralisation qui n'a rien à voir avec ce que pensent les autres personnes, mais je me dis, voilà, j'ai eu un parcours professionnel, j'ai pas grand-chose à faire pour changer les choses en termes de retraite. Je veux dire, donc, à un moment donné, je vais avoir l'addition qui va tomber, quoi, et puis j'aurai pas d'action de pouvoir là-dessus sur le fait de changer ou non ma retraite. Alors que je m'en occupe 10 ans avant ou que je m'en occupe pas, de toute façon le montant sera le même. Ce qui est peut-être pas forcément vrai d'ailleurs, parce que je pense qu'il doit y avoir des choses effectivement à proposer aux gens en disant peut-être que je sais pas, vous devriez peut-être faire tel montage financier ou tel autre. Mais ça c'est pour l'instant c'est quand même pas super organisé, on va dire, par peut-être plus par les banquiers ou par les mais bon. En tout cas, ma question était plus sur le expliquer, essayer de comprendre pourquoi on n'anticipe pas suffisamment, pourquoi est-ce qu'il y a une forme de déni. Alors, il y a une première explication, effectivement, on comprend bien sur la complexité, la lisibilité des systèmes, des interlocuteurs aussi, pas de guichet unique, plusieurs systèmes de retraite. Donc, d'un point de vue administratif, très, très français. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas également
le fait de repousser la question du vieillissement parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper, parce qu'on n'a pas envie d'y penser, parce qu'il y a peut-être la préférence pour le présent, justement. C'est ce qu'on évoquait avec Niels dans la préparation de cette émission. On pense pas à ce moment qu'on appréhende. Oui, c'est sûr, oui. On n'a pas envie d'y penser. Et puis en même temps, on sent bien que c'est chronophage de s'occuper de ça. C'est chronophage d'aller faire un bilan de santé, c'est chronophage de s'occuper de ses futures finances. Et effectivement, on est plus dans la consommation, on est plus dans des sociétés de consommation à vivre au quotidien et puis dans l'immédiateté que de penser au futur et encore plus aux 10 années à venir, ça c'est clair. Alors ça interroge justement la représentation, les représentations, on le verra, on va tâcher de le comprendre, mais les représentations qu'on se fait de cette dernière grande période de la vie, en tout cas qui a tendance à s'agrandir avec l'allongement de la vie. Niels Poussielgue, qu'est-ce que vous observez, vous, quand vous avez interrogé, et puis il faut nous expliquer un petit peu le contexte de ce programme de recherche-action, qui notamment induit un format d'enquête, d'investigation. Qu'est-ce que vous observez dans les représentations mentales, cognitives qu'on se fait de ce moment de la retraite, du passage à la retraite ? Alors, est-ce que tout est aussi noir, en tout cas complexe et compliqué que ce qu'on vient d'évoquer ? Alors déjà, 2 mots sur le programme de recherche-action comportement et vulnérabilité financière de Audencia Humanis, qui est né en 2017, d'un constat que nul n'est à l'abri des situations de vulnérabilité financière. Donc c'est un problème majeur de notre société, et le cas des seniors est l'un des plus préoccupants d'après les derniers rapports du Secours populaire. Donc c'est né de ce constat-là, et aussi que la vulnérabilité économique, elle résulte de causes objectives qui sont dues à l'environnement dans lequel on évolue, perte de revenus, problèmes familiaux, problèmes de santé, un certain nombre d'éléments objectifs, et subjectifs, notamment dans les comportements financiers qu'on peut avoir, des erreurs cognitives individuelles, une incapacité à gérer un budget, capacité à faire trop d'emprunts, et donc qui donne aussi une part d'explication à la psychologie et à la sociologie dans nos comportements financiers. Et tous ces travaux-là s'inscrivent dans le cadre d'une chaire qu'on avait développée en 2007, puis orientée des sujets sur la vulnérabilité en 2014, avec le premier lancement du baromètre sur la vulnérabilité financière des Français à l'époque. Ensuite, sur confondu, tous âges confondus. Tous âges confondus. Bon. Ensuite, sur la retraite, effectivement, ce qu'on constate, nous, dans notre enquête, parce qu'on a mené 2 enquêtes, un quanti auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 50 ans et plus, avec 2 cibles, dedans les retraités et les seniors actifs, à quelques années de la retraite, et qu'on complète avec un quali, avec des entretiens individuels sur lesquels on est en train de rédiger le rapport. Ce qu'on constate, c'est que l'image de la retraite, dans la société française, elle bénéficie d'une image très positive. Les verbatims qu'on mesure, nous, on atteste, on parle de liberté, de voyage, d'avoir moins de contraintes, enfin un certain nombre de choses très, très positives. Et le marketing à destination des seniors aussi vante les mérites d'une seconde vie, de bonheur, tout ça. Et néanmoins, nous, on trouve qu'il y a un paradoxe, c'est que les inquiétudes sont très fortes. 62% des seniors actifs de l'enquête déclarent être inquiets quand ils pensent à la retraite. Il y a 4 sujets principaux qu'on arrive à identifier. Le premier, c'est la peur de rencontrer des difficultés financières une fois à la retraite, 88%. La peur de rencontrer des problèmes de santé, qui arrivent en dessous, à 56%. Et 2 autres points qui arrivent dans une moindre mesure, mais qui sont quand même significatifs, la peur de la dépendance et la peur de ne plus être utile socialement dans une société en fait qui valorise l'action, la jeunesse, voilà. Donc toutes ces aussi les logiques de perte de statut, les questionnements sur les personnes qu'on est. J'aimerais juste faire un petit point sur le premier point des 88% qui ont peur de rencontrer des difficultés financières. On essaie d'aller un petit peu plus loin. On leur demande pourquoi. Donc les seniors actifs nous donnent en fait 4 raisons qui me semblent aussi aller dans le sens d'un certain nombre de débats actuels et de sujets, ou en tout cas d'inquiétudes. Le premier sujet, c'est qu'ils ont peur de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins une fois à la retraite. Et là, on va sur le débat qu'on a déjà un petit peu évoqué, sur le fait qu'on a le système de retraite futur est un système vieillissant qui date de 45, ça a été évolué et dit, qui correspondait à une carrière linéaire, voilà, qui correspond plus du tout à nos montres actuelles. Donc il y a une forme d'inquiétude sur le financement des retraites. Et du coup, les personnes se disent voilà, qu'il faut trouver d'autres solutions finalement pour les financer. Je ne suis pas certain que la retraite universelle réduira l'inquiétude des Français, mais en tout cas, c'est un sujet actuel. Cette situation, elle donne aussi
lieu à développer le troisième pilier du financement des retraites, qui est, après la retraite obligatoire et complémentaire, je dirais la retraite supplémentaire, qui est un certain nombre de produits d'épargne de retraite pour compléter une perte de revenus. Parce que dans notre enquête, 80% pensent que leur niveau de vie va baisser une fois à la retraite. 63% des retraités estiment que leur niveau a effectivement baissé. Et parmi les solutions envisagées, il y a l'épargne financière individuelle qui ressort en premier point d'après les actifs devant la poursuite d'une activité rémunérée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la difficulté à évaluer le montant perçu à la retraite qui inquiète les seniors actifs. C'est ce qu'évoquait justement Pascal Petit en disant qu'il y a un écart en tout cas fort et réel, effectif, entre ce qu'on gagnait en étant actif et ce qu'on perçoit en étant retraité. Et là-dessus, on est sur un déficit d'information qui génère aussi une forme d'insécurité. Parce qu'il y a 57% des seniors actifs qui ont le sentiment d'être mal informés au sujet du passage à la retraite. Donc là, il y a aussi un sujet certainement à développer, mais en tout cas, ça génère une forme d'insécurité notable et mesurée. Le troisième point, c'est que 27% rencontrent déjà des difficultés financières. Ils se disent qu'à la retraite, la situation ne va pas s'améliorer. Et là, ça met un point sur un sujet qui est actuel, c'est que contrairement aux idées reçues, les difficultés financières n'épargnent pas les retraités. Dans notre ça veut dire quoi, contrairement aux idées reçues, pardon, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui la pensée dominante, les représentations des personnes âgées, c'est qu'elles sont riches, elles ont thésaurisé, elles ont capitalisé. Je pense qu'il y a de ça, et en fait je pense qu'un certain nombre d'associations font le constat qu'au quotidien il y a des personnes de plus en plus âgées qui viennent demander de l'aide sur le terrain. Et nous, ce qu'on constate dans les chiffres, parce que si je me réfère à ce qu'on est capable et ce qu'on a mesuré, c'est qu'il y a plus de 50% qui déclarent rencontrer des difficultés dans la vie quotidienne, se déplacer, se vêtir, se soigner, dont 17% avoir de grandes difficultés. Voilà. Donc 17% de l'échantillon de retraités qui rencontrent de grandes difficultés. Dans un contexte aussi de croissance du surendettement des seniors, d'après ce que nous apprend les rapports de la Banque de France. Sur les dossiers de surendettement notamment. Sur les seniors avec des tranches représentatives sur les 45-55 et les plus de 65. Donc là, il y a un vrai sujet aussi là-dessus, sur les difficultés financières que rencontrent les retraités. Et le quatrième et dernier point, c'est que 19% des actifs devront aider quelqu'un de leur famille une fois à la retraite, donc ils sont inquiets pour ça, et donc là on va sur toutes les logiques évidemment de dépendance et un focus sur les aidants familiaux qui rencontrent un certain nombre de difficultés évidemment financières et bien au-delà, voilà. Bon, ces fameux profils qu'on appelle pivots, c'est ça, de ces populations qui sont donc entre deux générations. Peut-être un mot quand même là-dessus, Pascal Petit, sur ce profil-là qui se retrouve finalement à devoir aider ses enfants et ses parents en grand âge avancé, bien sûr. C'est ça. Pris en sandwich, si je peux m'exprimer ainsi, entre effectivement la génération des parents qui, pour certains, deviennent dépendants, puisque Delphine nous a dit qu'effectivement, malgré toute l'information qu'il y a sur cette notion de dépendance, il y a quand même une minorité de retraités âgés qui sont dépendants, et puis la difficulté que rencontrent leurs enfants et à trouver du travail, et ou dans la perte de travail et le retour au domicile des parents, ce qui fait que c'est une génération qui se retrouve à porter deux autres générations, ce qui, j'ai envie de dire, me semble inédit, puisque on ne connaissait pas ça précédemment. C'est justement le rallongement de la vie. Oh oui, et puis c'est le rallongement de la vie qui fait que 4 ou 5 générations vont pour la première fois dans nos populations cohabiter. Complètement, oui. Oui, puisqu'il y a aussi des générations différentes dans la population retraitée. Puisque quand on en a 60 et quand on en a 95, vous voyez bien que déjà, on ne vit pas du tout la même chose à la retraite. Donc effectivement, oui, ça c'est un point qui déjà est un point d'achoppement, si je puis dire, pour les personnes qui sont en transition entre l'activité professionnelle et la cessation d'activité. Je voudrais qu'on revienne quand même sur ce qu'a évoqué à l'instant Niels Poussielg, sur cette représentation que les générations plus jeunes ont de ces personnes âgées. Est-ce qu'elles ont tort de considérer que les retraités aujourd'hui sont des personnes favorisées,
qu'elles ont profité du plein emploi, des 30 glorieuses, qu'elles ont des retraites qui sont justement encore financées aujourd'hui, malgré les problèmes qu'on évoquait, mais qu'elles ont encore des retraites, que nous n'en aurons pas, que ces personnes âgées voyagent, jouissent, se font plaisir, et finalement, nous allons avoir de piètres retraites. Est-ce qu'on a raison de considérer, ou tort plutôt de considérer que ces retraités, que tout va bien finalement, et financièrement pour ces retraités aujourd'hui? Tout va bien, non, je peux pas penser moi que tout va bien. Effectivement, il y a sûrement une tranche de la population des retraités qui effectivement vit correctement et a un niveau de revenu plus que correct. Mais on voit bien aussi que de plus en plus, les personnes qui entrent en retraite rencontrent des difficultés financières parce que le parcours professionnel n'a pas été si linéaire que ça, qu'il y a eu dans la carrière des périodes de chômage, d'inactivité qui font que soit elles doivent partir plus tard à la retraite pour avoir un taux plein, on va dire, soit elles partent avec des retraites minorées et donc qui génèrent déjà des difficultés financières. Non, je dirais que le tableau n'est pas si rose qu'il en a l'air. Et effectivement, peut-être que les jeunes générations estiment les retraités comme un peu nantis, entre guillemets, parce qu'elles bénéficient encore d'un système de retraite qui fonctionne. Voilà. Et qu'elles ne savent pas, ne peuvent pas se projeter elles-mêmes sur la façon dont elles pourront bénéficier peut-être d'une retraite d'ici 20 ou 30 ans. Voilà, je pense que c'est plutôt cette idée-là qui fait dire aux jeunes les personnes en retraite sont nantis. Est-ce que les centres de prévention et d'action sociale, peut-être Céline Francin, ont un rôle à jouer justement dans ces sujets de financement ou en tout cas de capitalisation, de sécurité, de stabilité financière pour la retraite, de conseils, en placement? Delphine Piollet l'évoquait rapidement, mais est-ce qu'on peut accompagner justement sur la question du budget, du reste à vivre, une fois que le loyer, les premiers postes sont évidemment financés et payés? Est-ce qu'on peut les accompagner là-dessus? Tout à fait. Alors c'est vrai que déjà le bien vieillir est une des priorités essentielles de l'action sociale de l'Agirc-Arrco. Et alors pour reprendre par exemple les centres de prévention, on a un vrai rôle individuel d'accompagnement médical, psychologique et social auprès des personnes qu'on reçoit dans les centres. On prend le temps avec ces personnes de discuter, de voir avec eux leur parcours de vie, leurs difficultés sociales, financières, familiales, médicales, leurs inquiétudes aussi, savoir si effectivement, aujourd'hui c'est ce qu'on disait, hein, les personnes sont fortement inquiètes, la dépendance et notamment la peur de perte de mémoire, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez la plupart des personnes qu'on peut recevoir dans les centres. Et en les recevant effectivement lors de ces bilans, on les écoute, on prend le temps et on va les aider à identifier effectivement leurs bonnes pratiques ou leurs mauvaises pratiques. Éventuellement, ils vont identifier les fragilités, en tout cas les risques de fragilité qui pourraient les amener vers la dépendance et pour les accompagner à modifier leur comportement et voilà, et rester autonome entre guillemets le plus longtemps possible sans difficulté. Sur la partie accompagnement financier, c'est les centres de prévention en tant que tels n'ont pas cette vocation à aider financièrement, à accompagner financièrement les personnes qui se retrouvent en difficulté. Par contre, l'action sociale des groupes de protection sociale a un vrai rôle à jouer là-dessus. On accompagne, effectivement, il y a des aides individuelles financières en fonction de difficultés que peuvent retrouver les personnes. Il y a des aides au retour à l'emploi. Alors là, on est plus sur les actifs, effectivement, mais on peut accompagner les personnes au retour à l'emploi, jeunes ou en fin de carrière également, des aides financières, ça je vous l'ai dit, mais aussi des accompagnements à la gestion du budget. On a vraiment toutes ces priorités d'accompagnement. C'était ma question, mais est-ce que justement pour modifier les comportements et dans les attitudes, est-ce que vous observez, vous, la même chose que ce qui a été évoqué par Nils Muskielg,
d'une dissonance cognitive ou en tout cas même presque incantatoire dans la parole entre la représentation qu'on a qui est effectivement chargée aussi d'espoir, d'une nouvelle vie, d'avoir plus de temps, du loisir, et profondément des inquiétudes qui ne sont pas forcément toujours avouables ou tout de suite ou immédiatement exprimées. C'est vrai que c'est quelque chose qui est difficilement avoué au niveau de la population, quoi. Il y a un tabou parfois sur Il y a un sujet-là, tabou oui. sur mais ça, je pense que les niveaux de vie, il y a des différences de niveau de vie au niveau de la population, hein, qu'on soit actif ou retraité. Aujourd'hui, les niveaux de vie sont très différentes. Maintenant, effectivement, si je reprends l'exemple des centres de prévention, quand les personnes viennent faire un bilan, elles vont pas s'afficher en disant moi j'ai des problèmes financiers. C'est quelque chose qui vient dans la suite du discours et de l'échange, et c'est effectivement le fait qu'on soit sur la durée, qu'on arrive à identifier finalement ces difficultés financières, mais c'est rarement quelque chose qui est évoqué dès l'arrivée. Elles ont quel âge quand elles viennent vous voir pour les plus jeunes ? Alors, le centre de prévention propose un bilan à partir de 50 ans. Donc, dans le centre de prévention, on reçoit quand même essentiellement des personnes qui sont retraitées. Donc, la moyenne d'âge est plutôt autour de 65-70 ans. Mais on peut proposer ce bilan dès 50 ans. Et donc, c'est bien la démonstration qu'on se sent moins concerné quand même à 50 ans, même si... Oui et non, parce que c'est aussi... en fait, jusqu'à maintenant, on n'invitait que nos retraités. Donc, le bilan de prévention. Donc, effectivement, on est plutôt retraités à partir de 62 ans maintenant. Maintenant, on essaie de développer au niveau des entreprises et de proposer ce bilan et cet accompagnement en fait de prévention, des questions de la prévention auprès des salariés de plus de 50 ans. Donc, on peut effectivement faire cette proposition à partir de 50 ans auprès des actifs. Les entreprises jouent le jeu. C'est encore difficile. C'est encore très difficile. C'est pas dans les préoccupations premières, mais on a des sollicitations des entreprises. Effectivement, il y en a qui ont cet intérêt, qui portent cet intérêt à cœur. Bon, on va essayer de comprendre aussi également comment est-ce que ces situations-là sont marquées par un déterminisme social. C'est une question que je voulais vous poser. Mais avant ça aussi, sur la question évidemment de la santé, on en a un peu moins parlé, Delphine Pionnet. Je voudrais qu'on ait un mot quand même là-dessus, sur les pratiques de population qui sont, on le dit, de plus en plus sédentarisés, moins mobiles, moins enclins, en tout cas avec des problèmes de santé qui sont liés très clairement à un problème de déficit d'activité physique. Est-ce que ça peut changer les choses, les gens qui ont pratiqué du sport, qui ont fait attention à leur santé? Alors je le disais en introduction, on est bien d'accord, la vieillesse n'est pas une maladie? Non, la vieillesse n'est certainement pas une maladie. On n'est pas tous égaux devant le vieillissement, ça c'est clair. Même si on a des fois de très bons élèves qui suivent parfaitement tout ce qu'il faut bien faire pour bien vieillir, il peut quand même arriver des maladies, il peut quand même vous arriver un cancer, vous pouvez même vous faire écraser par une voiture en sortant. C'est pas, on n'est pas tous égaux. Et puis on n'y met pas tous la même volonté non plus de s'inscrire dans une démarche de prévention. C'est pas facile hein, de se projeter à 10 ans, 20 ans, en se disant il faut que je fasse attention à ma santé et que au quotidien j'agisse correctement. Alors bon, les nouvelles générations elles sont plus dans le bien manger, je mange pas n'importe quoi, je mange bio, je mange moins de viande, toutes les messages de santé que finalement on voit à la télé tous les jours, hein, manger, bouger, manger les légumes, manger des fruits et légumes, tout ça commence à être finalement entendu, heureusement, parce que on l'a quand même bien martelé, donc au bout d'un moment ça rentre quand même dans l'inconscient collectif. Moi, je suis toujours un petit peu embêtée. Dans le vieillissement, voilà, en gros, il y a 3 sortes de vieillissement. Il y a un vieillissement très réussi, qu'on appelle le vieillissement réussi, parce que j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais un vieillissement normal et puis un vieillissement pathologique, donc avec des pathologies. Vieillissement pathologique, vous pouvez pas faire grand-chose dessus, hein, je veux dire, c'est des histoires de santé, des histoires de maladies héréditaires. Bon, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, hein, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, qu'on peut prendre en charge grâce à une hygiène de vie
intéressante. Donc on peut agir sur certaines choses, faire de la prévention de certains cancers. Mais bon, il n'y a pas de, voilà, on n'est pas tous égaux et on part pas tous avec les mêmes armes. Il y a un capital génétique. Voilà, il y a un capital santé qui est dû à multifactoriel et qui fait que bon, bah voilà, ça se passera bien ou pas. Après, il y a des gens qui vieillissent, on va dire normalement. Voilà, la grande majorité d'entre nous, hein, on a vu, il y a plus de 83% de la population qui sera pas dépendante. La moyenne de la dépendance après 60 ans, vous diriez que c'est combien, moyenne de dépendance après 60 ans en durée? Quand je pose cette question en cours, les gens ils me disent 5 ans, 10 ans, c'est 18 mois. Donc c'est pas non plus des choses énormes. Bon, alors il y a des gens qui n'ont pas de chance, qui vont être dépendants pendant 20 ans parce qu'ils auront un handicap qui fera qu'ils seront dépendants d'une autre personne. Mais il y a plein de gens qui vont décéder du jour au lendemain sans jamais avoir connu un seul jour de dépendance. Et tant mieux pour eux, à la limite. Ni même un seul jour de maladie. Donc tant mieux aussi pour eux. Après, il y a le vieillissement réussi. Si vous voulez les proportions, en gros, vieillissement réussi, c'est 25%, vieillissement pathologique, c'est 25%, et vieillissement normal, c'est 50% de la population. Vieillissement réussi, j'aime pas beaucoup Qu'est-ce que ça veut cette dire, formule-là. Vieillissement réussi, c'est ces personnes âgées qu'on voit un peu dans les publicités, quoi, qui courent sur la plage en pleine forme, voilà, ils sont beaux, ils sont pas de rides. Enfin bon, sur les plaquettes des maisons de retraite. Voilà, d'accord. C'est pas du tout ceux-là qui sont dans les maisons de retraite, mais bon, en tout cas, c'est eux qui apparaissent sur les plaquettes. C'est eux qu'on a envie de ressembler. Ouais, enfin moi non, mais oui, il y a avec des belles dents probablement, blanches, voilà, des belles dents blanches, pas de rides. Mais ça, c'est pas un vieux, ça. C'est un jeune, c'est un vieux déguisé en jeune. C'est du jeunisme. On appelle ça du jeunisme. Est-ce que c'est des gens qui ont eu, je dirais, la faveur et le privilège d'avoir accès aux soins plus que d'autres? Alors, il y a probablement, alors effectivement, il y a probablement le fait d'avoir été privilégié, de bonnes mutuelles, de bons chirurgiens, d'avoir une bonne mutuelle, d'avoir un capital santé qui est fait de multiples choses. Déjà d'avoir été un enfant bien nourri, bien élevé, bien accompagné tout au long de sa vie, d'avoir une réserve cognitive importante avec plein d'apprentissages qu'on a fait tout au long de sa vie, pas seulement des apprentissages scolaires ni universitaires, mais des apprentissages au quotidien. Donc vraiment avoir rempli ces réserves cognitives à fond fait que effectivement on va mieux vieillir, parce que effectivement on va reculer le moment où la perte va se voir finalement. Si on a comme Picsou, si on est sur un gros tas d'or, c'est pas parce que il faut vous piquer pas mal d'or pour que vous vous en rendiez compte, quoi. Et voilà, le vieillissement réussi, on va dire, c'est des gens qui sont qui ont été tout le temps utiles socialement. Vous parliez d'utilité sociale, ça fait partie d'un des piliers du bien vieillir. C'est la reconnaissance sociale, l'utilité sociale, l'estime de soi, c'est super important. Alors c'est pas forcément lié à l'argent, au niveau de revenus, mais quand même, on sait bien que dans nos sociétés occidentales très consommatrices, il vaut mieux être jeune, en bonne santé et riche. C'est sûr que ça fait plus sexy d'être comme ça que vieux et pauvre. Nice Poussiel, je voulais qu'on réponde aussi, qu'on tâche de répondre à cette question du déterminisme social. Est-ce que finalement c'est l'ensemble du parcours de vie qui détermine très clairement la retraite dans son appartenance sociale, dans l'appartenance à une CSP, une catégorie socio-professionnelle marquée, dans l'appartenance à un milieu familial aussi solidaire, présent? Est-ce que tout ça explique et justifie, ou en tout cas de situations de retraite particulières? Non, je pense pas forcément que c'est un lien direct. Appelez plus précisément, Clément, l'idée, c'est, est-ce que quand on a eu effectivement un parcours de vie professionnel plus aisé, on a parlé de la question du pouvoir, évidemment, et de la question économique, mais aussi sociale, est-ce qu'elle explique aussi des situations de retraite plus confortables, plus inscrites, mieux vécues que d'autres? Non, je pense pas forcément, parce que dans les inquiétudes aussi lors du passage à la retraite, justement, comme il y a une forme aussi de perte de statut, parce que si on parle d'une vie professionnelle très remplie,
compris tout ça, il y a aussi des difficultés vécues très fortement. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un lien. Alors il y a des gens qui attendent évidemment la retraite avec beaucoup d'impatience parce qu'ils ont eu des métiers pénibles physiquement, psychologiquement. Donc du coup il y a cette transition plutôt positive. Mais je pense qu'il y a autant de cas que de retraités. Donc c'est difficile d'avoir un cas précis. Ce que vous êtes en train de nous dire, ça veut dire que pour un cadre éventuellement ou un dirigeant d'entreprise, pour ne pas le citer, il peut y avoir une forme de décompensation beaucoup plus forte que pour un ouvrier. Alors, nous, ce qu'on mesure en quali, mais on n'est pas représentatif en quali, mais effectivement, dans les entretiens qu'on a fait passer, il y a parfois une difficulté quand la transition s'est faite soit brutalement, ou soit qu'il n'y a pas eu une transition entre guillemets en douceur pour passer à la retraite. Donc, oui, certainement, quand on a une vie tout à fait rempli, mais alors c'est dire que les vies sont moins remplies quand on est ouvrier, donc ce qui est pas vrai, mais en tout cas je parlais pas tellement effectivement d'occupation, mais plutôt de niveau de responsabilité. De niveau de responsabilité. La transition est quand même à mon sens difficile dans ce qu'on évoquait aussi sur le rapport à soi, le rapport au temps, le rapport aux autres, la perte d'un statut finalement aussi, et donc après on essaie de retrouver dans d'autres types d'activités une forme de soit de reconnaissance pour certains, mais alors après ça dépend il y a autant de profils que de retraités, c'est ce que je disais, mais oui effectivement parfois la transition est difficile si ça n'a pas été préparé en amont et si le projet de vie n'a pas été bâti. Delphine Piollet, un mot là-dessus en complément peut-être ? Oui, on a tendance à dire que celui qui vieillit très très bien, c'est le vieux syndicaliste. Alors, peu importe le niveau de combat ou les causes. Niveau de combat et même le niveau de représentation, si c'est un cadre, pas un cadre, un ouvrier, ou quel que soit son niveau. On a tendance à dire que c'est eux qui vieillissent le mieux, parce que finalement, la transition est peut-être plus facile à faire, parce qu'ils continuent après à être très investis dans des représentations syndicales, associatives, et donc ils gardent cette habitude-là, et donc ils gardent finalement cette utilité sociale, cette reconnaissance sociale, qui fait que finalement peut-être que la transition se fait peut-être un petit peu mieux. Et il faut avouer que, pour donner une note un petit peu positive à cette peinture, c'est en France on a quand même un tissu associatif qui est excellent, quoi. Donc et puis avec des associations qui ne fonctionnent quasi que grâce aux retraités, donc qui sont là pour participer au conseil d'administration, vraiment à apporter toutes leurs compétences au fonctionnement de ces associations. Donc ça c'est plutôt quelque chose de positif. Alors Pascal Petit, ça veut dire qu'aujourd'hui donc les seniors ne parcourent plus la France et le reste du monde en camping-car, mais sont impliqués dans les associations, contrairement à ce que disent les jeunes. J'imagine qu'il y en a toujours qui parcourent le monde et la France en camping-car. Et c'est l'un très bien. n'exclut pas l'autre. Tout à fait. C'est très bien si c'est ce vers quoi ils tendent. Je veux dire, voilà. On peut t'inscrire dans une association qui fait la promotion du camping-car. Complètement. Par exemple. Voilà. Exactement. Mais bon, sur des sujets quand même plus sérieusement, sur des sujets humanitaires, très engagés, syndicaux parfois, sportifs. Oui, on voit effectivement dans les stages de cessation d'activité qu'on anime que les préoccupations des futurs retraités évoluent. Alors c'est peut-être effectivement le fait qu'on arrive sur les générations 68ardes très engagées qui du coup poursuivent cela au moment où ils prennent leur retraite. Alors pour certains, ils n'ont jamais arrêté. Il y a effectivement les personnes qui, pendant toute leur activité professionnelle, ont été investies dans une association ou dans un organisme en plus de l'activité pro qu'ils avaient. Et puis il y a aussi ceux qui, au moment de la retraite, décident de s'engager un petit peu plus sur l'accompagnement des autres, des jeunes, voilà. Donc on voit des gens qui s'investissent. En ce moment, on parle beaucoup des migrants. Il y a beaucoup de retraités qui s'investissent sur l'accompagnement des personnes migrantes. Sur la lutte contre l'illettrisme, sur l'accompagnement des jeunes. La scolarité des jeunes enfants, voilà, tout ça, ce sont des domaines qui sont beaucoup investis
par les jeunes retraités, ou nouveaux retraités, devrais-je dire. Voilà. Et on voit dans les stages, effectivement, que les gens sont plus à la recherche de comment je vais construire. Voilà, j'ai l'idée de ce que je voudrais faire et essayer accompagnez-moi dans la construction de ce projet de vie. Et c'est plus du tout, je ne sais pas quoi faire quand je vais partir en retraite. Voilà. Vous avez des réponses très concrètes pour les accompagner, enfin, l'ingénierie en tout cas, pour les accompagner dans la construction de leur projet, ou tout simplement les guider vers les bons projets? De l'ingénierie, enfin, je dirais pas que c'est de l'ingénierie, moi je pense plutôt à du coaching, vous voyez, parce qu'en fait, ce qu'on montre dans les stages et ce qu'on veut faire toucher du doigt aux stagiaires, c'est toutes les ressources qu'ils ont acquises pendant leur activité professionnelle. C'est ce que disaient Niels et Delphine également. Quel que soit le parcours qu'on a eu, professionnel et autres, on a acquis des richesses et de l'expérience tout au long de sa vie. Et c'est comment j'utilise toute cette expérience et ces acquis pour faire quelque chose d'autre dans ma vie maintenant que j'ai du temps, parce que je ne vais plus passer 8 heures par jour au bureau ou à l'usine ou derrière mon bureau de chef d'entreprise. Voilà, donc voilà, on est plus dans cette configuration, c'est-à-dire qu'on leur fait toucher du doigt quelles sont les ressources qu'ils ont à leur disposition pour concrétiser leur projet. Puisque, comme ils l'ont dit également, chacun est unique, chaque chemin est différent et chacun va construire son projet comme ça avec ce qu'il est. Est-ce qu'on a des phénomènes, Delphine Piollet, de suractivité au moment de la retraite, par crainte justement de l'oisiveté? Est-ce que même le discours, on n'a pas tendance à entendre un peu facilement, je suis débordé, j'ai plein de choses à faire, beaucoup plus que dans ma vie active, fondée ou pas, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à surremplir ces journées pour la peur du vide? Je pense qu'effectivement, quand on parlait d'idées reçues, les retraités, les nantis, ceux qui bougent beaucoup, ceux qui ont vraiment un vrai vieillissement réussi, c'est ceux-là qu'on voit. C'est pour ça aussi peut-être qu'on a cette idée reçue-là, parce que c'est ceux-là qui bougent le plus, et c'est ceux-là qui prennent le plus de place finalement sur le plateau du quotidien, quoi. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette idée reçue là. Il y a vraiment ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon bah tant pis. C'est l'idée de suractivité. L'idée de suractivité, oui. Il y a des personnes qui effectivement ne savent plus dire non, quoi. Elles ont tellement peur de l'inactivité au passage à la retraite que finalement on leur dit il faut absolument que tu fasses quelque chose, sinon tu vas déprimer, tu vas être complètement désinséré. Donc elles remplissent leurs agendas comme si elles étaient ministres presque, et elles se retrouvent, on est presque obligé de les accompagner en leur disant stop, apprends à dire non aussi, pense aussi un petit peu à toi, parce que tu as attendu le moment de ta retraite pour penser un petit peu à toi, c'est pas pour encore reculer le moment Donc pour le faire. Encore une autre idée reçue qui est effectivement un petit peu mise en faux, en tout cas, parce que souvent la perception c'est que les personnes âgées sont très égocentrées. C'est peut-être tout le contraire finalement dans ces générations pivots qui doivent s'occuper de tout le monde dans la famille. Je crois que tout peut se voir, hein. Je pense que si effectivement il y a sûrement des gens qui sont très égocentrés, ils l'ont été toute leur vie, donc il n'y a pas de raison qu'ils changent à l'âge de la retraite. Mais du coup, mais il y a aussi cette génération pivot dont on parlait, qui est effectivement un petit peu corvéable parfois à merci, et qui se retrouvent effectivement à garder, à aller s'occuper de leur vieille mère qui est devenue dépendante, du conjoint qui a le malheur d'avoir un cancer juste au moment où il passe à la retraite, ou qui tombe en dépression justement parce qu'il ne gère pas bien son passage à la retraite, du gamin qui revient, voire des petits-enfants qu'il faut garder. Donc, Mais garder les petits-enfants, ça donne un peu de sens quand même à sa vie, c'est plutôt du plaisir. Tout à fait. Je pense qu'il y en a certains qui adorent ça, mais il y en a certains qui ne doivent peut-être pas non plus s'y retrouver. Pourquoi pas, on n'est pas tous obligés de se retrouver dans ce genre d'activité. Puis il y a des gens qui aiment bien les petits-enfants, mais pas quand ils sont trop petits, parce que quand c'est le bébé c'est un peu pénible, et puis pas quand ils sont trop grands, parce qu'ils sont un petit peu difficiles aussi à gérer. Donc
il y a peut-être des limites aussi. Dans l'engagement, en tout cas, au-delà de s'occuper évidemment de ses proches, dans l'engagement et de l'implication dans les projets associatifs, dans les activités, parfois dans de nouvelles pratiques et activités professionnelles, on réinvente sa vie encore à 50 ans et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et c'est possible aujourd'hui. Est-ce que ça prolonge la vie d'agir et de s'investir dans ces sujets-là? Je crois que de toute façon, toute stimulation est bonne à prendre. Hein. Donc plus on bouge, plus on continue à être stimulé par tout un tas de choses, plus mieux on est. C'est pour ça que c'est important aussi de faire de la prévention, de faire attention à pas avoir de déficit visuel, déficit sensoriel quelconque, parce que pour pas être complètement déconnecté, de lutter contre la fracture numérique, justement pour rester vraiment connecté dans le quotidien, dans son environnement. Je pense que c'est effectivement là la clé du succès, c'est de rester vraiment hyper connecté. Niels Poussiel. Simplement, j'ai des contre-exemples en fait de personnes finalement qui ont eu des activités bien remplies durant leur période professionnelle, qui une fois le passage à la retraite, au moins pendant une année, ne veulent plus aucune responsabilité, ni associative, ni de rien. J'ai remarqué déconnexion quand même totale. Une déconnexion totale. Alors parfois court terme, en moyenne 1 an de ce que j'ai entendu, mais en tout cas de personnes qui souhaitent vraiment une déconnexion totale et complète. Voilà, ça se voit aussi. Et sur cette transition, parfois, j'ai aussi mesuré le fait que quand il y a une forme d'accord senior parfois dans les entreprises, la transition se fait plus en douceur, et donc du coup le passage à la retraite est mieux vécu. Voilà. Alors l'accord senior, aussi. il faut peut-être en parler, expliquer. Alors un dispositif spécifique dans une entreprise qui permet de passer à la retraite avec alors pas des niveaux de responsabilité moindres, mais un planning allégé, voilà. Donc qui permet d'avoir cette transition en progressive, voilà. D'accord. Simplement. Oui. Dégressivité du temps de travail, dit Pascal Petit à côté. D'accord. Et donc une année de césure, vous évoquez une année de césure qui vient plutôt. Oui, c'est ça. Répandu. Il y a effectivement un certain profil, on va dire, de retraités qui, parce qu'ils ont eu un certain nombre de responsabilités pendant leur activité professionnelle, pratiquent. Enfin, moi, j'appelle ça l'année de césure. C'est comme les jeunes qui après le bac arrêtent une année. C'est après l'activité professionnelle, une année, je ne veux plus entendre parler de rien parce que j'ai besoin de me retrouver. Voilà, les gens ont besoin aussi de se reconnecter à eux-mêmes, de récupérer leur propre rythme. Quand on est dans l'activité professionnelle, on est sous un rythme contraint, avec tout un tas d'obligations qui ne correspondent pas nécessairement à ses aspirations ou à notre fonctionnement. Du coup, cette année, elle permet aux gens de récupérer physiquement, psychologiquement, intellectuellement, de savoir où elles en sont, et pour après mieux repartir, j'ai envie de dire. J'aimerais qu'on termine juste par le sujet, évidemment, on l'a un peu évoqué, mais du rôle des entreprises. On a l'impression finalement que le monde économique appréhende cette question plutôt sur l'aspect business, puisqu'elle en perçoit et à juste titre d'ailleurs cette population, comme on parle de silver economy, avec des enjeux évidemment qui sont très très forts d'un point de vue marketing, avec une population qui a encore du pouvoir d'achat, en tout cas pour certains. Est-ce que les entreprises ne jouent pas suffisamment leur rôle, peut-être Niels, là-dessus, dans la préparation? Alors on parlait de l'accord senior, est-ce qu'elles préparent suffisamment leurs collaborateurs? Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer et un intérêt, en tout cas à sensibiliser leurs collaborateurs sur cette étape? Alors moi je pense que oui. Alors après on a abordé pas mal de sujets sur la transmission des savoirs qui est peut-être mal faite aujourd'hui dans l'entreprise. Enfin, il y a peut-être des choses des réflexions à avoir sur ces points-là, et qui sont évoqués aussi par les personnes concernées, les seniors eux-mêmes, qui m'ont parlé de gâchis parfois dans le fait qu'il n'y ait pas de transmission avec les nouvelles générations ou autres. Après oui, moi je pense que l'entreprise a évidemment un rôle. On parlait tout à l'heure des aidants. Il faut savoir que 45% des aidants conjuguent leur activité professionnelle et le fait qu'ils aident une personne de leur entourage, et donc qui impacte aussi quelque part la productivité dans l'entreprise. Donc sur pas mal de sujets, l'entreprise doit jouer un rôle, et à mon avis oui, et puis c'est le cas aussi de pas mal d'entreprises qui doivent faire des efforts, quoi. Voilà. Alors justement, essayer de comprendre peut-être leur rôle, mais leur intérêt, l'intérêt évidemment des collaborateurs, bien sûr, on l'a bien compris, de se préparer à cette étape et de bien se préparer. En tout cas, il en va de ce moment évidemment d'anticipation, mais l'intérêt pour les entreprises.
Après, c'est peut-être un niveau d'image et effectivement, je pense que quand on s'intéresse à ses salariés, quand une entreprise s'intéresse à ses salariés, forcément, il y a un mieux vivre au niveau des collaborateurs. Et on a tendance à dire que tout ce qui vit à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, c'est une image qui est effectivement diffusée aussi bien aux éventuels nouveaux salariés d'une entreprise, donc la marque employeur, aux clients. Voilà, il y a vraiment une sensibilité que les salariés eux-mêmes peuvent renvoyer vers l'extérieur. Et je pense qu'effectivement, le bien-vivre et le bien-être de chacun, il est essentiel, que ce soit dans l'entreprise ou même au moment de la retraite. Je veux dire, à un moment donné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de retraite miracle ou de recette, en tout cas de retraite. Et je pense qu'à partir du moment où tout le monde trouve sa place et trouve son bien-être et sa raison d'être, entre guillemets, je pense que c'est la clé de la réussite. Merci Céline Francin pour ce mot de conclusion. Merci à toutes et à tous évidemment pour vos témoignages. On a évidemment très modestement essayé dans cette heure de poser évidemment les premiers jalons, des réponses, des débuts de réponses sur cette question des seniors face à la retraite. Merci pour votre attention. Je précise que vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur leçonunique.com et sur audencia.com et notamment le Facebook. Et je vous précise enfin qu'on se retrouvera donc le mois prochain, ce sera le 8 juin, et on parlera évidemment du rôle des entreprises dans la consommation, dans le grand sujet de la consommation responsable, et notamment au travers du prisme de la traçabilité et des questions de certification. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro des rendez-vous RSE.